On va donc zoomer sur les nouvelles technologies au service de la recherche avec vous, docteur Pierre Cordelier, directeur du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Bonjour docteur, merci d'être avec nous docteur. Alors pour commencer, la première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le séquençage de cellules uniques et en quoi cette approche, cette technologie a finalement profondément transformé la manière de faire de la recherche en biologie et plus particulièrement en oncologie? D'abord, je voudrais vous remercier de nous donner la parole aujourd'hui et bravo à Fleur et à son équipe pour l'organisation parfaite de l'événement. Alors, ça va être un peu technique et j'espère être assez clair. Allez-y. A priori, le public est fait pour. Oui, je pense, j'espère, j'en suis sûr. Quand on parle de contenu de cellules uniques, on s'intéresse à ce que le génome exprime. On appelle ça la transcriptomique, c'est le contenu. Et si on veut voir l'évolution qui a été faite ces dernières années, il faut se replacer 10-15 ans avant, où quand on voulait faire une exploration de ces contenus, on s'attaquait soit à un tissu, soit à une tumeur, et on avait une vision globale. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait identifier des traits, des phénotypes, des comportements qui pouvaient nous indiquer des processus de cancérisation ou de résistance au traitement. Quand on descend à l'échelle de la cellule unique, ce contenu, il est contraint dans la cellule. Donc on sait exactement qui fait quoi à l'intérieur d'une tumeur, qui est un écosystème en fait. Il n'y a pas que la cellule tumorale, il y a son micro-environnement, d'autres types de cellules. Et on aimerait à savoir qui fait quoi, qui peut être important dans les processus d'oncogénèse, et surtout aussi comment ça peut se dérouler quand on a des phases de rechute médicale, c'est-à-dire que les cellules tumorales passent par des étapes qui sont souvent empruntées aux prokaryotes et aux bactéries, c'est-à-dire la dormance, la résistance, la tolérance aux médicaments, et on sait quelles sont ces fameuses racines du mal. Et en oncologie, c'est particulièrement important parce qu'on peut identifier comme cela les populations qui peuvent être dangereuses et celles à traiter. C'est dans ce contexte-là que c'est important en oncologie, je pense. Très bien, je pense que l'éclairage a été reçu et parfaitement. Et au niveau du CRCT, comment vous êtes équipé pour intégrer ces technologies de pointe et comment ça peut se traduire concrètement dans l'avancement et la qualité des travaux de recherche qui sont menés au sein de votre centre, docteur Pierre Cordelier? Alors, clairement, j'ai pas le mérite de cette intégration. C'est une intégration qui a été faite dès le début de l'initiation du CRCT, puisqu'on a créé un pôle technologique, d'ailleurs son directeur est dans la salle, c'est le docteur Frédéric Lopez, qui intègre toutes les approches qui permettent d'arriver à ce résultat. L'idée, c'est que nous, on est en capacité de faire ce tri de cellules, de les isoler, de faire des bibliothèques pour connaître leur contenu. Et derrière, il y a quelque chose qui est assez symbolique, c'est qu'on a un continuum avec la clinique, puisqu'on partage les capacités de séquençage qui vont permettre justement de définir qui est quoi et qui fait quoi dans cet environnement tumoral. Ça, c'est la première des choses. Mais ce n'est pas seulement ce processus-là qu'il faut considérer, c'est aussi tout l'environnement. Vous parliez d'intelligence quand il fallait reconstituer le propos de l'orateur qui a gagné le maillot, qui était un peu compliqué, donc l'intelligence artificielle aurait aidé. Nous, on parle de là, je suis pas sûr, sur ce coup-là, ça va être compliqué quand même un peu. Parce qu'il manquait quand même quelques mots. Il y avait pas mal de trous, mais c'est fait pour ça. Et non, en fait, plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on va collecter énormément de données, il va falloir les stocker, les analyser, et une fois de plus, il y a tout un processus de bioinformatique, et là aussi, ce sont des projets qui sont fédérateurs, c'est soutenu par le LabEx Toucan par exemple, et qui se font d'interaction forte avec nos collaborateurs de la clinique. Alors comment ça a permis d'améliorer la recherche au CRCT et surtout la capacité translationnelle, c'est qu'on a vu quand même avec ces technologies qui nous apportent plus de réponses et des fois aussi des questions, que le niveau global a augmenté en termes de publication parce que nous sommes jugés sur notre capacité à diffuser notre savoir pour des processus d'oncogénèse, je pense au cancer du pancréas ou pour des processus de résistance au traitement, les leucémies aiguës-myéloïdes, le cancer du poumon. Et ça facilite la connaissance, ça facilite la découverte de nouvelles cibles ou de nouveaux biomarqueurs qui nous permettent de prédire l'évolution des maladies et ça accélère le transfert vers la clinique et quand même la volonté de notre site. Pour terminer, une question un petit peu plus prospective, docteur Pierre Cordelier. Quel impact pensez-vous que ces nouvelles technologies auront, alors je sais que c'est de la prospective, on l'a dit, on n'a pas forcément la réponse, auront dans un avenir proche sur la prise en charge des patients et notamment en termes de ce qu'on pourrait appeler de médecine personnalisée? Oui, tout à fait. Vous avez raison de mentionner ce terme de médecine personnalisée parce que c'est vraiment là-dedans qu'on s'intègre et qu'on s'identifie. J'ai envie de vous dire que l'impact est déjà là. Parce que ces travaux de recherche qui sont plus fondamentaux du côté CRCT, qui sont transférés vers la clinique ici à l'UCTO, clairement, on a déjà identifié ces biomarqueurs d'intérêt, ces indicateurs qui vont nous permettre de conseiller, parce que nous, on est dans
une étape de conseil et de design de nouvelles molécules pour traiter ces populations qui sont en risque, c'est déjà là. Est-ce qu'on pourra faire un séquençage cellule unique à tous les patients? Bon, il faut considérer l'intérêt aussi de traitement de ces données, une fois de plus. On pourra amener une dimension spatiale, puisqu'on a encore besoin de savoir qui fait quoi et où, parce que ce n'est pas du tout la même chose si une cellule immunitaire, par exemple, est coincée à l'extérieur d'une tumeur ou au contact d'une cellule tumorale. Donc il y a ces dimensions aussi spatiales et topographiques qu'il faudra aborder. Et enfin, il y aura un coût forcément économique, parce que ce sont des expériences qui nécessitent beaucoup de fonds. Et effectivement, on peut se demander à terme si ça ne peut pas rentrer dans les consultations d'oncogénétique. On a parlé avec un généticien juste avant. On sait que beaucoup de traitements sont aussi orientés en fonction du patrimoine propre des patients, ce que vous appelez médecine personnalisée. Alors pourquoi pas un jour intégrer ces données qui seront très complexes à analyser, mais forcément source de progrès et de meilleur ciblage des pathologies chez les patients, clairement, oui. Docteur, en cette journée du mercredi 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, un dernier mot peut-être à ajouter à destination de tous vos confrères, consoeurs qui sont avec nous ici, certains qui viennent de nous rejoindre dans cette émission de la mi-journée les bonnes ondes, et puis également à destination des patients ou des accompagnants qui pourraient écouter l'ensemble de nos programmes sur cette journée, parce que, on l'a dit, c'est aussi le fruit d'un travail collectif à l'interne ici à l'Oncopole, et puis à l'externe également aussi avec les accompagnants qui ont un rôle prépondérant à jouer, qu'on sous-estime parfois aussi, mais sont sans doute à notre écoute. Alors, bien sûr, alors, les accompagnants et surtout ce qu'on appelle aussi les patients témoins qui sont de plus en plus intégrés dans les essais cliniques sont extrêmement importants pour nous, chercheurs, mais aussi cliniciens, pour mieux concevoir ensemble les essais cliniques, parce que finalement, nous, nos recherches, on essaie de les appliquer avec des professionnels qui sont les cliniciens, mais il ne faut pas oublier les patients qui sont au centre de tout. Et c'est eux que j'ai envie de remercier à l'heure actuelle, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Sans leur accord pour accéder à des échantillons de recherche, comme on vient d'en parler, on ne pourrait pas le faire. Et donc, c'est vraiment important pour eux. J'ai l'impression quand même, et j'en suis persuadé, que le modèle qui avait été rêvé il y a de cela plus de 20 ans, qui est né d'une catastrophe, il faut le rappeler aussi, est arrivé à une vitesse de croisière qui est extrêmement intéressante. On commence à avoir de plus en plus de consolidation des recherches vers des applications cliniques, et pour moi c'est déjà une preuve de succès. Mais bien sûr, il faut continuer, parce qu'à terme, on disait que 4 cancers sur 10 pouvaient être évités. Maintenant, il faudrait que les 6 cancers sur 10 qui restent puissent être traités. Je pense que c'est un vœu qu'on peut faire pour les prochaines années, nos successeurs. Le vœu est exaucé, je l'espère, dans un avenir proche en tous les cas. En tout cas, il est lancé, il est posé, et on espère qu'on pourra l'exaucer. Applaudissements s'il vous plaît. Merci. Pour le professeur Pierre Cordelier, directeur du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse. Merci infiniment, docteur Cordelier.